Bonjour à tous. J'attends encore quelques petites minutes que les personnes se joignent au webinaire. On commence dans pas longtemps. Je vais commencer. On est déjà plus que 113. On avait plus que 300 personnes inscrites aujourd'hui, mais par respect pour votre ponctualité, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents en si grand nombre à ce webinaire. Bienvenue, c'est un webinaire sur le portrait montréalais des programmes de soutien à la parentalité, donc plus précisément l'offre de services aux parents d'enfants 0-17 ans par le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi par les organismes communautaires. C'est un portrait qui a été fait en 2024-2025. Je m'appelle Laurence Boucheron, je suis chef de service périnatalité petite enfance, famille, communauté à la Direction régionale de santé publique de Montréal et je serai accompagnée aujourd'hui par la docteure Catherine Day, qui est chef médicale du secteur jeunesse, et par Andréane Tardif et Karine Fanouki, qui sont répondantes régionales pour les programmes de pratique parentale à Montréal. Karine ne peut pas être avec nous aujourd'hui, elle est malade, mais elle a participé à la création de ce webinaire. Alors, pour débuter ce webinaire, la Direction régionale de santé publique de Montréal reconnaît qu'elle est située en territoire autochtone et reconnaît la nation Ganyene-Guéaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons en virtuel aujourd'hui. Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal est connu historiquement comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir, la Direction régionale de santé publique reconnaît les injustices présentes et passées subies par les peuples autochtones, Premières Nations et Inuits sur ce territoire et s'engage comme institution publique à contribuer à réparer et à forger des relations basées sur le respect et la confiance avec les diverses communautés autochtones. Comme aujourd'hui, nous avons des participants de partout dans le Québec, je vous invite à vous renseigner sur le territoire sur lequel vous résidez. Nous allons maintenant déposer dans la conversation la présentation du webinaire d'aujourd'hui. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui aiment la consulter en même temps qu'on parle, donc ça va être plus pratique pour vous. Je vais vous faire quelques points techniques en rafale. Vos micros, vos caméras sont désactivés, c'est normal. On va vous réactiver ça à la période de questions pour que vous puissiez poser vos questions. On a une boîte questions-réponses dans le format webinaire, donc c'est Q&R. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de webinaire, mettez-les dans cette section-là, puis on y répondra à la fin. Et si jamais vous n'avez pas accès à la boîte Q&R, il y a la section clavardage sur laquelle vous pouvez inscrire vos questions. Ce webinaire est enregistré et on vous le rendra disponible dès la fin du webinaire et il n'y a pas d'accréditation décernée pour cette activité aujourd'hui. J'attendais la présentation. Donc, le webinaire d'aujourd'hui vise les objectifs suivants. On veut vous faire connaître les programmes qui sont implantés à Montréal par les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi par le communautaire, donc qui interviennent auprès des familles d'enfants de 0 à 17 ans. On veut identifier aussi les principaux défis d'implantation des programmes existants, les besoins actuels des intervenants, du terrain et les attentes, puis explorer un éventail de pistes de solutions concrètes et applicables aux réalités montréalaises pour améliorer l'offre de services actuelle. Donc, pour atteindre ces objectifs, on va vous mettre en contexte, on va vous expliquer le portrait qu'on a fait un peu avec la méthodologie. On a une section sur les résultats, puis vous souligner les enjeux d'implantation. On parlera aussi des pistes d'action, puis on veut se garder quand même 20 minutes avec vous pour pouvoir échanger et conclure ce webinaire. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Catherine Day, donc chef médicale du secteur jeunesse à la Direction régionale de santé publique.
Merci beaucoup, Laurence. Bonjour tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les grands constats et aussi des pistes de solutions par rapport au portrait qu'on a fait et qu'on a commencé à diffuser depuis juin dernier. Je veux vraiment dire un gros merci à toute l'équipe qui est derrière ça. Je pense qu'on a une équipe de feu pour vous présenter ça aujourd'hui. Donc, Laurence, moi et Andréane, on est vraiment les porte-parole, mais il y a vraiment plusieurs petites fourmis qui sont derrière. Puis j'en profite aussi pour vous remercier toutes les personnes qui ont participé à la collecte de données du portrait parce qu'on pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans la salle virtuelle aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous présente ce portrait-là? Pourquoi, en fait, est-ce qu'on a fait un portrait? Puis pourquoi est-ce qu'on trouve que ça vaut la peine de mettre de l'énergie sur les programmes universels de soutien à la parentalité? D'abord, une mise en contexte sur le fait qu'on pense qu'au Québec, actuellement, il y a un certain momentum pour faire plus, faire mieux au regard des pratiques parentales positives. Donc, tout le monde connaît Commission Laurent. Et la Commission Laurent, il y a vraiment eu une emphase importante dans les recommandations sur l'importance d'investir en prévention. En fait, il y avait même une recommandation qui passait sur besoin d'investir massivement en prévention. Et dans le fond, il y avait une place importante aussi dans plusieurs recommandations autour du soutien à la parentalité avec vraiment un volet universel. Donc, oui, des services spécialisés, mais également une approche universelle de soutien à la parentalité qui était mise en évidence là, par Mme Laurent et les autres commissaires. En parallèle, plus récemment, là, en 2025, il y a eu également la stratégie nationale de prévention en santé qui est sortie dans les dernières semaines, qui réaffirme l'importance du soutien à la parentalité là, dans les orientations du ministère de la Santé. On a également en parallèle une grosse réforme en santé qui est en cours pour lequel un des cadres de référence est le quintuple objectif. Donc, vous allez voir, on va revenir un peu plus tard dans la présentation sur le quintuple objectif parce que c'est assez intéressant de considérer des dimensions de l'expérience des parents, l'expérience des intervenants, tout le volet économique derrière ces programmes-là. Donc, on va organiser plus nos pistes d'action qu'on suggère puis qu'on aimerait tester dans la période d'échange avec vous, vraiment organisée sous le quintuple objectif. Puis dans les choses qui sont à venir, il y a quand même plusieurs opportunités là, qui s'en viennent. La nouvelle stratégie nationale de protection de l'enfance, dans le fond, qui est travaillée actuellement au ministère, qui est en fait une certaine, comme je l'interprète, une certaine réponse gouvernementale à certaines recommandations de la Commission Laurent. Puis il y a vraiment une volonté dans cette stratégie-là de faire un focus sur la première ligne, un focus sur la prévention, pas seulement la DPJ puis la protection de la jeunesse. On s'attend aussi dans les prochaines semaines à ce qu'il y ait une mise à jour du futur programme national de santé publique pour lequel, depuis 2014, on avait vraiment une intervention très bien définie autour du soutien à la parentalité. Puis, on s'attend aussi à ce qu'il y ait un cadre là, qui sorte bientôt par le ministère sur les pratiques parentales. Donc, c'est des rumeurs là, qui sont dans l'air sur d'autres opportunités de faire un pas de plus pour ce dossier-là. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, un petit quiz là, pour se réchauffer, puis vraiment pour mettre la table. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que la DRSP de Montréal s'intéresse autant de manière prioritaire au programme de soutien aux pratiques parentales et on s'intéresse davantage aux programmes qui sont évalués et structurés? Est-ce que c'est A, parce qu'ils font partie des programmes les plus efficaces pour améliorer le développement des enfants, prévenir la maltraitance et réduire les inégalités de santé? Est-ce que c'est B, parce que la littérature scientifique est vraiment très forte, rigoureuse pour ces programmes-là, avec des devis d'évaluation à travers le monde qui sont assez impressionnants au niveau de la rigueur scientifique? Est-ce que c'est parce qu'on a des évaluations économiques qui montrent un excellent rapport coût-efficacité pour ces programmes-là et même des retours sur l'investissement à moyen terme? D, est-ce que c'est le renforcement de ces programmes-là, à notre avis, qui représente une opportunité stratégique pour le Québec pour en faire plus en promotion-prévention? Ou est-ce que c'est E, toutes ces réponses? Donc, on vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Puis je pense que notre question, elle était un peu facile.
De mon côté, là, je ne vois pas les réponses au sondage. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'équipe là, qui les voit puis qui pourrait juste faire un retour parce que j'ai dû tasser la fenêtre comme pour pouvoir voir les diapos. Et là, je ne sais plus où sont les réponses au sondage. Oui, donc je peux le dire. Donc, on est rendu à 122 réponses et le nombre est en train de se stabiliser, mais de toute façon, c'est assez clair. On a 82% des participants qui ont répondu toutes ces réponses. Merci beaucoup, Sarah. Et comme je l'ai dit, je pense que la question était un peu facile, mais c'était pour faire une petite mise en bouche sur pourquoi nous, on trouve que c'est aussi prioritaire que depuis plusieurs années, là, on met assez de l'énergie sur ce dossier-là. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Andréane qui va vous parler de la méthodologie puis qui va rentrer dans le vif du sujet sur les résultats du portrait. Merci, Catherine. Bonjour tout le monde. Merci à vous deux, là, Laurence et Catherine, pour la belle introduction et mise en contexte. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je vous présente ici rapidement, en fait, la méthodologie là, ou les critères d'inclusion qu'on a utilisés pour réaliser ce portrait. On s'intéressait au programme offert durant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. C'était des programmes destinés aux parents d'enfants de 0 à 17 ans. On a priorisé les programmes qui sont universels, comme le mentionnait Catherine, c'est-à-dire destinés à tous les parents, et aussi les programmes ciblant les parents de milieux socio-économiques plus défavorisés, tout en excluant les programmes qui ciblent les familles avec des besoins cliniques particuliers. On s'intéresse dans le cadre de ce portrait au programme qu'on dit structuré et évalué. Quand on dit structuré, on veut dire avec des objectifs spécifiques, des activités organisées de manière logique, avec un manuel pour les intervenants, des outils pour les parents. Et quand on parle de programmes évalués, donc on parle de programmes qui ont fait l'objet d'une démarche d'évaluation formelle qui a été menée avec différentes méthodologies possibles. On s'y intéressait aux ateliers de groupe, aux conférences, à un grand groupe de parents. Au total, 78 répondants du réseau de la santé et communautaire ont été rencontrés ou consultés sous forme d'entretiens individuels. Il y avait des questionnaires, des sondages et des bilans. Le portrait nous a permis de recenser 9 programmes structurés et évalués, dont 6 étaient actifs, donc c'est ceux que vous voyez en bleu dans le tableau à gauche, et 3 programmes qui étaient inactifs, donc en orange dans ce même tableau. On les a regroupés de manière décroissante, donc c'est-à-dire au-dessus, le programme YAP que vous voyez, il n'y a personne de parfait, c'est celui qui est le plus représenté à Montréal. Et ensuite, le programme Ces années incroyables, donc qui est le dernier en bas dans les programmes en bleu, celui qui est le moins représenté. Par ailleurs, concernant le programme Parler-écouter ainsi que le programme ELIS 12 à 17 ans, ces 2 programmes-là n'étaient pas encore implantés à Montréal au moment de la réalisation de ce portrait. De même, le programme Équipe a déjà été implanté dans le passé avec le CIUS du nord de l'île, mais ne l'était pas au moment de la collecte de données. Ces 3 programmes-là sont tout de même considérés dans le cadre de ce portrait puisqu'ils seront offerts prochainement dans la région montréalaise. Comme je le mentionnais, nous avons regroupé ces 9 programmes-là ensemble sous forme d'un tableau que vous voyez à droite ici de la diapositive et vous pourrez le consulter sur notre site Web et dans notre portrait. On a également développé une fiche détaillée recto-verso pour chacun de ces programmes. Ces fiches sont disponibles en version téléchargeable et imprimable sur notre site Internet. Elles se retrouvent aussi en annexe de notre portrait. Voici les différentes sections qu'on y retrouve. Donc, d'abord, la clientèle visée, donc l'âge des enfants. La description du programme, c'est-à-dire l'origine, l'année de développement, les cadres conceptuels, l'organisme porteur ou le créateur. Les objectifs, les thématiques traitées pour chaque atelier. Les modalités du programme, donc on parle ici de l'animation, l'accréditation, le nombre et la durée des ateliers, le nombre de parents par groupe.
les résultats d'évaluation, le type de méthodologie utilisée par exemple, ou aussi les effets du programme chez les parents et les enfants. Et finalement, on a mis des liens web pour en savoir davantage. Lorsqu'on a réalisé le portrait et qu'on a posé la question à nos partenaires au niveau de leurs attentes, c'est ressorti au niveau de l'expertise conseil au regard des données scientifiques derrière les programmes. Donc, ça a été mentionné à plusieurs reprises, cette attente-là. Ces fiches ont donc été développées en réponse à vos besoins, à ceux de nos partenaires, de mieux connaître les programmes offerts basés sur les données probantes. Le tableau ici présente les programmes offerts par le réseau de la santé. On a un total de 9 programmes structurés et évalués qui ont été recensés. 2 programmes différents. Il y avait d'abord le programme Triple P dans l'Est et dans l'Ouest et le Cercle de sécurité parentale qui était dans le centre-ouest, le nord et le centre-sud. Ici, il y a une particularité méthodologique importante à noter pour l'Est, c'est que le programme Triple P est donné en mode virtuel dans 5 points de service, donc des CLSC différents, mais il est rendu disponible à l'ensemble de la population du territoire. Puisque l'offre est virtuelle et qu'elle est un peu différente de celle en présentiel pour les autres programmes, on a décidé de la présenter de manière assurée dans ce tableau-là. Le nombre total de territoires de CLSC ici qui déploient un programme ne reflète donc pas l'offre réelle dans ce CIUS-là, qui démarre en fait plusieurs cohortes virtuelles par année. Vous allez retrouver tout à l'heure la même particularité méthodologique dans la cartographie. Ce tableau ici présente l'offre de services du communautaire. Donc, on voit qu'il y a une prédominance du programme YAP avec 38 organismes, du programme Espace Parents avec 23 organismes. Il y a 5 organismes qui offrent Triple P, 2 qui offrent Hélice 6-11 ans et 1 qui offre Ces années incroyables. Un premier constat qu'on a eu en faisant ce portrait, c'était le manque de programmes manualisés ciblant les parents d'adolescents. Quand je dis manualisé, ici, on parle de programmes avec du matériel pour les animateurs et pour les parents, donc des outils pratiques, des checklists, des fiches d'animation. Globalement, si on considère l'offre du réseau de la santé, donc ce tableau présent, mais aussi le tableau que je viens de présenter pour le communautaire, ce tableau du communautaire et le tableau présent du réseau, si on considère les deux ensemble, donc on peut résumer et dire que les programmes déployés sont principalement offerts en présentiel, ils sont fréquemment offerts en virtuel, avec une fréquence d'animation qui est très variable selon un territoire à l'autre. Et très variable aussi au niveau des programmes, du type de programme. Donc, certains programmes sont donnés une fois par année, d'autres programmes sont donnés jusqu'à 20 fois. On remarque une grande variabilité dans l'offre de services au niveau des programmes structurés et évalués à Montréal, et il y a des écarts importants entre les territoires. Donc, il y a des écarts au niveau du nombre de programmes par territoire et au niveau des données probantes qui soutiennent les programmes. On va y revenir tout à l'heure dans la période de discussion. Donc, je passe à la prochaine section qui concerne la cartographie. Donc, comme Laurence l'a mentionné au début du webinaire, donc ça, c'est une section qui a été travaillée avec notre collègue Karine Fanouki, qui est répondante régionale du programme YAP, co-répondante pour le volet pratique parentale. Donc, je voulais quand même redonner à César ce qui appartient à César pour cette partie. Donc, je vous présente la carte ici. Donc, cette carte, elle représente l'ensemble des programmes implantés sur l'île de Montréal. Chaque programme, que ce soit YAP, Triple P, etc., qui est offert par un organisme communautaire ou un CLSC a une valeur de 1. Lorsqu'un organisme offre plus d'un programme, donc YAP et Espace Parents, par exemple, alors le nombre de programmes différents, 2 dans ce cas-ci, sera compté 2 fois. Quant au programme Triple P offert dans l'Est, donc je vous mentionnais qu'il est représenté différemment, donc assuré ici dans cette carte, car il est offert en mode virtuel et il couvre l'ensemble de la population du territoire de l'Est. Au niveau de la carte et au niveau de l'analyse qu'on peut faire, donc la carte illustre la variabilité de l'offre de programme selon le territoire desservi par un CLSC. On observe que la grande majorité des territoires de CLSC offrent au moins un programme. Il y a autant de territoires qui n'offrent aucun programme que de territoires qui en offrent 5 et plus.
En résumé, cette carte, c'est un outil régional pour soutenir la prise de décision et améliorer l'offre de services. Elle peut nous aider à identifier les territoires à prioriser pour l'implantation de nouveaux programmes à Montréal ou à éclairer le choix d'un programme à privilégier selon les besoins d'un quartier ou les besoins d'un partenaire. Les partenaires ont souligné l'importance de voir où les programmes sont offerts pour référer les familles. Donc, c'est une demande ou une attente qui nous a été soulignée. Mais ce type de carte-là n'est pas conçu pour localiser chaque programme par territoire. Ce sont plutôt les cartes interactives qui sont les plus appropriées pour faire cela. Nous explorons d'ailleurs des avenues possibles pour être en mesure de produire des cartes plus interactives et les mettre à jour en collaboration avec vous, nos partenaires. Au niveau des enjeux et des stratégies d'adaptation. Donc, maintenant que je vous ai présenté l'offre de services, on va s'intéresser à ce que nos partenaires, nos répondants du portrait ont mentionné en termes d'enjeux et de stratégies d'adaptation qui entourent les services. Les facteurs liés aux parents. On a classé les enjeux par ordre d'importance. Donc, le numéro 1 que vous voyez ici, c'est le plus fréquemment mentionné par nos partenaires. Donc, pour la participation des parents, les partenaires mentionnent, donc des parents s'inscrivent, mais ne se présentent pas ou abandonnent le programme. On ne vous apprend rien ici, là, vous l'entendez régulièrement. Donc, on a remarqué qu'il y a moins d'abandon, en fait, observé chez les organismes communautaires qui offrent une structure d'accueil et un cadre plus informel. Par exemple, dans le cadre du programme IAP, il y a personne de parfait, en 24-25, il y avait 82 des parents qui ont complété le programme, ce qui est un excellent taux de rétention. Parmi les stratégies utilisées pour limiter les abandons, certains organismes ont modifié le programme en réduisant le nombre de rencontres ou en les condensant sur une fin de semaine. Bien que notre portrait ne se concentre pas sur la fidélisation du programme, ces modifications-là suscitent tout de même des inquiétudes quant à l'impact sur l'efficacité des programmes. Il n'en demeure pas moins que pour plusieurs répondants, c'est la durée des programmes qui constitue un frein important à la rétention des parents. Ensuite, le deuxième enjeu, les parents inscrits ne sont parfois pas en nombre suffisant pour démarrer un groupe. Donc, cette situation-là laisse les partenaires devant un dilemme. Est-ce qu'on conserve le groupe avec un petit nombre de parents qui sont mobilisés ou est-ce qu'on annule le programme tout simplement? Troisième enjeu, certains parents ne parlent pas suffisamment le français pour participer pleinement. Donc, les familles immigrantes font face à plusieurs barrières linguistiques, comme vous le savez. Les outils IAP traduits en plusieurs langues sont appréciés des intervenants, mais mis à part ces outils, on note un besoin accru d'interprètes et de locuteurs animateurs des langues qui sont les plus représentées à Montréal. Enjeu numéro 4, les parents en situation de vulnérabilité économique sont plus difficiles à rejoindre. Donc, encore une fois, rien de nouveau pour vous. De nombreux parents ont des besoins primaires urgents, on le sait, qui surpassent la nécessité de participer au programme de soutien aux pratiques parentales. Quand on est en période de crise, on veut stabiliser la crise avant d'aller à ce type de programme ou de rencontre. La crainte pour certains des services institutionnels la crainte de certains services institutionnels par les parents ou peut-être même d'être sous le spectre de la DPJ, c'est aussi très présent chez les familles qui sont plus marginalisées. Enjeu numéro 5, donc plusieurs parents vivent des enjeux de conciliation famille-travail qui limitent ainsi leur capacité à participer aux ateliers. Cette observation-là concerne en fait tous les types de parents, peu importe le niveau socio-économique. De plus, certains parents retourneraient plus rapidement sur le marché du travail après la naissance d'un bébé qu'avant, étant donné le contexte socio-économique précaire qu'on connaît actuellement. Enfin, bien que la participation des deux parents soit recommandée pour assurer l'efficacité des programmes, elle reste difficile à mettre en place. L'enjeu numéro 7, les ateliers de groupe ne correspondent pas toujours aux besoins des parents. Certains répondants mentionnent que l'intervention de groupe n'a pas la même valeur aux yeux des parents qu'une intervention individuelle auprès de l'enfant. Donc, les parents veulent avoir une intervention immédiate, personnalisée aux besoins de l'enfant. Ils ont souvent l'impression qu'ils ont déjà tout essayé auprès de l'enfant et ne voient pas toujours la pertinence d'assister à des activités de groupe.
Et finalement, le dernier enjeu, c'est celui qui concerne les papas. Donc, les pères sont en effet plus difficiles à rejoindre pour participer aux ateliers. Ce sont souvent les mères qui se présentent. Et on a remarqué dans les bons coups qu'une poignée d'organismes communautaires offrent des ateliers adaptés pour les papas seulement. Donc, c'est le cas de Triple P et de YAP. Au niveau des facteurs liés à l'offre de services, donc le manque de ressources humaines formées pour offrir les programmes constitue un enjeu majeur, limitant les services disponibles pour les parents. L'offre de services de groupe repose fréquemment sur l'expertise d'un seul professionnel. Cette offre est donc difficile à maintenir là, en raison d'un fort roulement personnel. Plusieurs programmes privilégient la co-animation pour de meilleurs résultats. Donc, souvent, on suggère d'avoir 2 animateurs dans les bonnes pratiques, mais c'est parfois difficile d'avoir ces 2 ressources-là de disponibles, étant donné les ressources humaines plus limitées. Au niveau des ressources financières, donc selon le programme qu'on choisit, le fait d'acheter le matériel de formation, le matériel d'animation, les manuels pour les parents, ça peut être coûteux. L'absence de locaux adaptés pour accueillir des groupes limite le déploiement des programmes. Et finalement, les CIUS et les organismes communautaires manquent souvent de ressources financières pour offrir un service de garde pendant les ateliers de groupe, alors qu'on sait que c'est une bonne pratique qui serait un incitatif là, et qui serait gagnant pour favoriser la participation des familles. Donc, sur ce, je vous laisse maintenant, je laisse la parole à Catherine, Dr. Catherine D, pour présenter les principaux constats et pistes d'action. Oh, pour présenter les attentes. Merci, Andréane. Donc, à travers toute cette collecte de données-là, c'est sûr que nous, on était quand même intéressés à connaître de quoi vous avez besoin, quel rôle vous nous voyez comme DRSP, comme notre rôle vraiment au niveau régional. Puis, dans le fond, ce qui est ressorti, c'était vraiment de l'expertise conseil, puis de la diffusion d'informations au regard des différents types de programmes, du niveau de données probantes, des bonnes pratiques. Plusieurs ont nommé aussi qu'ils voyaient un rôle pour la DRSP de produire des outils de référence. Par exemple, quelles sont les meilleures conditions d'efficacité des programmes, les meilleures conditions d'implantation pour vraiment aller chercher un maximum d'impact. Plusieurs ont dit aussi qu'ils nous voyaient un rôle pour vraiment avoir des partenariats, des alliances entre les partenaires à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale. Et dans le fond, je pense que tout ça, ça peut quand même se résumer là, sur des rôles de soutien à l'implantation des programmes existants. On trouvait intéressant de vous mettre quelques verbatims là, de mots qui nous ont été nommés. Donc, c'est le fun d'entendre que les enquêtes, dans le fond, sont perçues comme étant utiles. Donc, l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle qui permet vraiment des données à l'échelle territoriale par quartier, ou pour l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire chez les 12-17 ans, où est-ce que là, on a des données plus à l'échelle des CIUS. Mais plusieurs partenaires trouvaient que c'était intéressant d'avoir accès à ces données-là puis de les utiliser pour faire le choix des programmes. Parce que comme vous avez vu, là, pour notre région montréalaise, on a quand même la chance d'avoir accès à plusieurs types de programmes différents. Donc, dans notre vision, on essaie vraiment de donner le choix aux communautés elles-mêmes de décider quel programme est le plus pertinent compte tenu des besoins locaux. Puis, une autre citation était vraiment sur le besoin de développer des alliances, puis une meilleure coordination des services à l'échelle montréalaise, avec une certaine mutualisation là, des ressources. Puis, il y a des exemples qui ont été nommés. Par exemple, on pourrait se partager des listes d'attente, on pourrait faciliter le référencement des parents entre organismes, ou on pourrait même co-animer certains ateliers de groupe entre 2 organismes, ou des fois entre un organisme communautaire et le réseau de la santé. On peut passer à la prochaine diapo. Dans le fond, ça, c'est une tentative d'avoir comme un résumé des principaux constats de ce qui émerge de la collecte de données et des résultats que Andréane vous a présentés. Donc, bien sûr, quand on regarde la carte, vous aurez la chance d'aller la consulter de manière plus détaillée parce que c'est quand même passé vite, là, mais la carte montréalaise, on la trouve très, très utile pour illustrer le fait qu'au niveau de l'accès d'un territoire à l'autre, il y a vraiment des disparités dans l'offre actuelle. Il y a quand même aussi une richesse à avoir différents types de programmes. Là, je veux le nommer aussi de manière positive, pas juste mettre l'accent sur la disparité, mais si on compare à d'autres régions au Québec, à Montréal, on a quand même la chance d'avoir expérimenté plusieurs programmes différents.
Mais quand on regarde l'offre actuelle là, de notre portrait qui a été fait en 2024-2025, donc la photo qu'on a prise, bien, c'est sûr qu'on se rend compte que dans certains territoires, il y a une offre qui est beaucoup plus élevée avec des fois plusieurs programmes qui sont offerts, alors que dans certains territoires, des fois même certains territoires très défavorisés, bien, l'offre, elle est presque inexistante. Quand on dit disparité, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Là, j'ai mis l'accent beaucoup sur la disparité entre les territoires, mais bien sûr, il peut y avoir aussi des disparités dans le format dans lequel c'est offert, donc virtuel versus présentiel, dans la fréquence à laquelle les ateliers de groupe sont offerts. Donc, certains territoires, même s'ils ont un programme, bien, ça se pourrait que la fréquence à laquelle c'est offert, ce n'est pas suffisant. Également, comme Andréane le nommait, il semble y avoir un certain trou de service pour les programmes de soutien à la parentalité qui sont vraiment dédiés plus pour les parents d'adolescents. Et on tente de remédier à ça là, avec Élise 12-17, bien sûr. Mais dans le fond, on est vraiment comme en déploiement, puis on cherche à élargir l'accès et peut-être même à se partager comme l'offre entre les territoires. Donc, je prends un petit peu d'avance sur les pistes de solutions. Ensuite, des enjeux d'implantation sur les programmes existants. Donc, de notre côté, on pense que ce n'est pas nécessairement comme le développement de nouveaux programmes dont on a besoin, mais vraiment le renforcement des programmes qui sont en place et vraiment avoir un souci de la qualité dans laquelle ces programmes-là sont offerts pour vraiment avoir un maximum d'impact auprès des parents. Dans le fond, aussi les constats, c'était nommé des fois qu'il pouvait avoir un besoin de clarification sur les rôles attendus par le réseau de la santé, la première ligne notamment, versus le rôle des partenaires communautaires, des partenaires scolaires et des partenaires des milieux de garde. Donc, vraiment, essayer de réfléchir sur le rôle de tout le monde là, dans l'offre universelle de programmes de soutien à la parentalité. Plusieurs ont nommé l'idée que ça serait vraiment intéressant de se partager des ressources vraiment à l'échelle locale, donc vraiment utiliser les différentes tables de concertation locales qui sont en place pour avoir une réflexion pour la coordination de ces services-là. Et étant donné que plusieurs programmes ont fait l'objet de différentes expérimentations, certains programmes roulent depuis plusieurs années. Donc, bien sûr, il y a plusieurs pratiques inspirantes là, qui ont été colligées sur le terrain. Par exemple, offrir des haltes garderies, dans le fond, offrir le programme dans des lieux qui sont déjà utilisés par les parents, pour lesquels les parents vont déjà fréquenter tel organisme communautaire. Ça a été nommé également de faire vraiment attention à la relation de confiance, donc utiliser des lieux ou des intervenants pour lesquels il y a déjà une relation de confiance qui est installée pour ensuite amener les parents vers des ateliers de groupe. Donc, je vais prendre un petit peu plus de temps dans les prochaines minutes pour vous parler de pistes d'action qui, à notre avis, sont peut-être plus prioritaires. Puis, on va se garder vraiment 20 minutes d'échange pour vous sonder sur lesquelles, parmi toutes ces pistes d'action-là, de votre côté, vous trouvez lesquelles sont plus prioritaires. Donc, je reviens sur notre fameux cadre du quintuple objectif qui est utilisé actuellement dans la réforme en santé. Donc, je vous le disais un petit peu plus tôt, l'avantage pour nous d'avoir utilisé ce cadre-là pour organiser nos pistes d'action, c'est que ça permet de ne pas mettre juste l'accent sur l'accès, sur le volume, sur le nombre de parents rejoints, mais vraiment d'avoir des dimensions qui intègrent l'aspect populationnel, l'équité en santé, comment les parents expérimentent ces programmes-là, également comment les intervenants expérimentent ces intervenants-là. Et on ne s'en sort pas pour l'aspect économique. Donc, est-ce que quand on déploie ces programmes-là, on en a pour notre argent? Donc, on ne peut pas faire fi des évaluations économiques. Puis, dans le fond, nos pistes de solutions qu'on vous présente sont vraiment organisées là, selon ces 5 branches-là. Mais bien sûr, des fois, il y en a qui peuvent toucher 2 ou 3 branches. Là. Il a fallu juste les catégoriser comme ça. On peut y aller avec la prochaine diapo. Donc, du point de vue de la santé et du bien-être de la population, on pense que c'est important que les programmes en place soient évalués, soient également l'objet d'un monitorage, puis que le monitorage ne fasse pas seulement référence à des statistiques de volume, mais également des indicateurs qui permettent d'aller chercher aussi l'expérience parent et l'expérience intervenant. Donc, on pense que les évaluations et le monitorage doivent vraiment servir directement à l'amélioration continue des services et
Le volet qu'on souhaite rajouter ici, c'est qu'on pense que l'amélioration continue des services devrait aussi se faire en intégrant la perspective des parents, des familles desservies et la perspective également des intervenants. Donc, vraiment un volet là, participation citoyenne et co-construction également en continu avec les intervenants qui offrent les ateliers de groupe. On peut passer à la suivante. Donc, au niveau de l'expérience des services, selon les familles, vous avez vu tout à l'heure que dans les constats, il y a des enjeux de recrutement, il y a aussi des enjeux de maintien des programmes, le maintien des parents dans le programme. Donc, c'est sûr qu'on revient avec élargissons nos stratégies de recrutement, utilisons tous les leviers dont les partenaires disposent dans l'approche de proximité, comment aller rejoindre les familles des milieux vulnérables. Donc, plusieurs d'entre vous ont développé différentes stratégies pour aller rejoindre ces parents-là. Et également, comme Andréane le disait plus tôt, porter une attention particulière sur comment mieux rejoindre les pères. Et des fois, ça peut venir avec la piste d'action qu'on nommait un petit peu plus haut. L'amélioration continue des programmes. Est-ce que les papas se sentent concernés par ces programmes-là? Est-ce qu'ils sentent que le contenu de ces programmes-là sont adaptés? Donc, vraiment avoir un dialogue en continu pour vraiment que les gens sentent que c'est utile pour eux puis que les services, dans le fond, soient adaptés à leurs besoins. On a également nommé toutes les barrières linguistiques. Donc, des fois, c'est simplement d'avoir des traductions de nos outils. Donc, la plupart des programmes ont des outils pour les intervenants, mais ils ont aussi des outils pour les parents. Par exemple, des tableaux à compléter, des devoirs comme pour analyser ses propres réactions, pour essayer de comprendre dans quel contexte surviennent des comportements plus problématiques de leurs enfants. Mais de ce côté-là, comme partenaires régionaux, on pense qu'on pourrait faire un pas de plus pour vraiment s'assurer d'avoir des traductions en plusieurs langues, les langues principalement parlées à Montréal et non pas juste français ou anglais. Et faire attention aussi au niveau de littératie là, de nos outils parce que des fois, ça peut être complexe le langage qui est utilisé. On peut passer à la suivante. Donc, on est rendu à l'équité en santé. Bien sûr, l'ensemble de ces programmes-là, ils sont supposés d'être construits dans une optique d'avoir un aspect universel, mais qui ne se fait pas au détriment de l'équité en santé. C'est pour ça que nous, on aime ça parler d'universalisme proportionné. Donc, vraiment avoir un volet universel, mais en faire plus au niveau de l'intensité, au niveau de l'adaptation, au niveau d'aller chercher les familles des milieux défavorisés. Puis quand on regarde la carte de Montréal, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est assez évident qu'il y a des territoires pour lesquels il y a vraiment moins de programmes. Donc, quand on est en plein déploiement du programme ELIS, par exemple, de s'assurer, dans le fond, que les données sont utilisées pour prioriser des territoires qui sont actuellement sous-desservis et utiliser également les données du recensement, par exemple, pour essayer de prioriser les territoires pour lesquels il y a plus de vulnérabilité socio-économique. Ça, je leur en parlais un petit peu tout à l'heure, vraiment avoir toutes nos stratégies d'approche de proximité pour aller à la rencontre des familles, aller dans les lieux fréquentés par ces familles-là, puis pas juste leur communiquer l'information sur les programmes en place, mais également les accompagner, essayer de défaire certaines méfiances qu'il pourrait y avoir et les inviter là, aux ateliers, puis faire le suivi avec eux après sur comment ils ont trouvé ça. Donc, ça fait partie des choses que plusieurs d'entre vous déployez ou faites dans votre travail, d'aller vraiment chercher des parents là où ils se trouvent. Puis, on pense qu'on a comme un pas de plus pour faire la promotion de ces programmes-là. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi les ateliers de groupe, ça peut répondre à des besoins? Alors que dans notre collecte de données, c'est sûr qu'on a capté que ce n'est pas toujours populaire, ces programmes-là. Puis, il y a plusieurs parents qui sont incertains si ça peut répondre à leurs besoins et qui préfèrent privilégier à ce moment-là une approche de service individuel. Donc, collectivement, on a peut-être un rôle à jouer là, pour en faire une meilleure promotion, puis convaincre les gens qu'il peut vraiment y avoir une valeur ajoutée pour leur famille. On a presque terminé la section des pistes d'action. Donc, j'arrive à l'expérience des intervenants. De ce côté-là, c'est vraiment une piste d'action assez simple qui va parler à tout le monde. C'est vraiment ressorti dans notre collecte de données que les intervenants aimeraient avoir davantage de formation. Donc, la formation de base qui peut se faire là, quand les gens sont déjà à l'emploi, mais qui peut aussi se faire là, en parallèle du travail avec les universités qui forment, dans le fond, plusieurs types de professionnels. Puis ensuite, une fois que le programme est démarré, c'est important d'avoir de la formation continue pour les intervenants.
et également des communautés pratiques parce qu'il y a comme plusieurs bonnes pratiques qu'on peut se communiquer, peu importe le programme qui est déployé sur son territoire. Il y a vraiment des choses qui peuvent se dégager au-delà d'un programme précis sur c'est quoi les bons coups, c'est quoi les facilitateurs pour recruter les parents, qu'est-ce qui a réussi à mettre les parents en confiance pour qu'ils restent jusqu'au bout. Donc, pour ça, on pense vraiment qu'il y a une valeur ajoutée à faire du réseautage puis du partage de bonnes pratiques via des communautés de pratique et de la formation continue. Il reste le dernier qui est la viabilité économique du système. Donc, vous êtes plusieurs à nous avoir parlé de la pertinence de mutualiser les ressources entre les territoires. Donc, des territoires voisins qui pourraient tout à fait se mettre ensemble pour offrir tel programme, pour augmenter la fréquence à laquelle les ateliers de groupe est offerte, et aussi de mutualiser les ressources pour la formation. Donc, il y a, comme vous savez, un roulement de personnel, là, autant dans le réseau de la santé, dans le réseau scolaire, petite enfance et dans les organismes communautaires aussi. Donc, ça peut être énergivore de recommencer la formation à chaque fois, puis il pourrait y avoir vraiment une pertinence à ce qu'on se mette ensemble, des partenaires du réseau de la santé, du communautaire ou de d'autres milieux pour offrir de la formation, former plus de personnes et aussi avoir une perspective de formateur partenaire. Une fois que la formation est faite, bien, ça peut aussi être intéressant de se mettre ensemble pour offrir des ateliers, donc mutualiser la formation, le partage des locaux, par exemple, et aussi co-animer certains ateliers. Et tout ça, on pense que ça ne peut pas se faire sans un financement pérenne des programmes. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Québec, malgré toutes les évidences scientifiques qu'on vous a communiquées en début de présentation, bien, pour le moment, il n'y a pas de financement provincial dédié pour des programmes universels de soutien à la parentalité. C'est quelque chose qu'on pense qui est un incontournable, une condition d'efficacité. Donc, on ne peut pas se dire on va déployer au Québec, élargir l'accès puis améliorer la qualité sans nécessairement avoir un financement dédié. Donc, je ne sais pas qui est dans la salle actuellement, mais je me permets de faire un certain cri du cœur pour dire si on veut renforcer ce type d'intervention-là, qui, rappelons-le, est baqué par des évaluations économiques et qui ont même des retours sur l'investissement et qu'on a la commission Laurent en parallèle qui nous dit qu'il faut investir massivement en prévention, bien, je pense que ça fait partie vraiment de ce qu'on pourrait se permettre au Québec d'avoir un financement dédié pour soutenir nos programmes de soutien à la parentalité. Donc, fin du petit éditorial. Alors, dans le fond, ça, c'est seulement la diapo là, qui fait le résumé de nos 9 pistes d'action qu'on trouve prioritaires. Il pourrait y en avoir plusieurs autres, puis on va être bien intéressé à vous entendre sur est-ce qu'il y en a parmi celles-ci que vous trouvez plus intéressantes, plus prioritaires, ou est-ce qu'il y en a d'autres, dans le fond, des pistes d'action que vous pensez qu'on devrait développer ensemble, qu'on n'a pas nécessairement recensées. Je m'arrête là-dessus, puis je passe la parole à Laurence pour l'animation de la période d'échange. Parfait, merci Catherine. Donc, je reprends la parole pour animer notre période d'échange. Je pense qu'on a une dernière question à vous poser justement sur les pistes d'action. On a un dernier petit sondage pour vous donner la parole. Laquelle de ces pistes d'action, selon vous, serait votre priorité? Donc, je les répète. 1, évaluation, monitorage des programmes déployés. 2, amélioration continue des services avec la perspective des familles. 3, stratégies de recrutement, particulier auprès des pères et des familles qui vivent en situation de vulnérabilité. 4, des outils multilingues et adaptés pour les parents. 5, une priorisation des territoires sous-desservis et ceux qui cumulent des vulnérabilités. 6, approche de proximité pour aller à la rencontre des familles. 7, formation de base, continue et communauté de pratique. 8, mutualisation des ressources entre les territoires et les partenaires pour la formation des animateurs et pour l'offre des ateliers. Et 9, le financement pérenne des programmes. Je pense que je voterai pour toutes, mais je voulais choisir laquelle serait la plus parlante dans votre milieu. Je vous laisse 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, on va ouvrir les caméras et les micros si vous voulez poser des questions. On est rendu à 84 réponses, 88. J'attends encore une petite 30 secondes.
Ça continue de rentrer. À date, je pense qu'on a un gagnant sur le financement pérenne des programmes, suivi de proche par l'approche de proximité à 18% et 13% des outils multilingues et adaptés pour les familles. Très intéressant de vous lire. Je pense qu'on peut fermer le sondage. On est rendu quand même à 116. C'est quasiment les 3/4 des participants qui ont répondu. Donc, c'est vraiment le financement des programmes qui l'emporte, avec presque 40% de vos réponses. Donc, on a ouvert les micros, les caméras. Je commencerai par prendre vos questions, vos mains levées, si vous voulez, ou on peut traiter les questions dans le question-réponse. Ne soyez pas timide. On a des questions dans la salle. Non. Ah, j'aurais Tamara. Bonjour Tamara. Est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? Oui, bon, je me Parfait. suis Bonjour lancée parce Tamara. que, bonjour, il n'y avait personne. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très complet. On a passé vite par les tableaux au début, j'ai beaucoup accroché à la carte. Moi, je travaille au réseau Réussite Montréal, je m'occupe de la partie des tout petits, donc ma première question, c'était, est-ce qu'on peut savoir si le programme pour les tout petits sont partout sur Montréal parce que c'était tout mélangé sur la carte, n'est-ce pas? Donc, je trouverais ça intéressant de savoir pour les tout petits s'il y a vraiment l'endroit, il n'y a rien et tout ça, mais je pense que ce sera prochaine étape ou peut-être l'outil précédent où les tableaux ont répondu à ça. Merci. Merci Tamara. Andréane, est-ce que tu veux répondre? Je peux commencer, puis Catherine, n'hésite pas à compléter, s'il te plaît. Merci. Bonjour Tamara, puis merci pour ta question. Donc, pour la carte, nous, on a travaillé avec un géographe là, qui a une grande expertise et c'est sûr qu'on a eu de très belles réflexions, tout le monde ensemble, sur le type d'analyse qu'on peut faire parce qu'on s'est dit, hey, on aimerait ça croiser, par exemple, les familles immigrantes avec le programme Espace Parents ou croiser les familles 0-5 ans avec le nombre de familles 0-5 ans à Montréal pour le programme YAP. Donc, c'est toutes des réflexions qu'on a eues. Ça demande quand même beaucoup de temps de faire tous ces types de cartes-là. Donc, pour le moment, on s'est concentré pour faire un premier portrait d'une carte régionale parce qu'il n'y en avait pas. Et l'étape suivante, nous, ce serait, comme je mentionnais, de faire des cartes interactives pour pouvoir aller un peu plus pointer, tu sais, avec le code postal, l'adresse géographique d'un organisme communautaire pour voir un peu où sont les programmes. Mais oui, dans un troisième temps, c'est quelque chose qui nous intéresserait, là, mais ça n'a pas encore été réalisé. Je ne sais pas, Catherine, si j'oublie quelque chose. Ben, en fait, je pense juste, tu sais, pour la compréhension de tout le monde, dans les programmes qui touchent le 0-5 ans, il y a bien sûr YAP. Ça, c'est un financement fédéral. Puis, il y a quand même, c'est notre programme qui est le plus implanté. Mais on a quand même des échos d'organismes qui voudraient l'implanter davantage. Et là, l'enjeu du financement comme embarque. On a quand même d'autres programmes là, qui peuvent toucher le 0-5 ans, même s'ils sont moins directement ciblés sur le 0-5. Par exemple, il y a Triple P là, qui couvre le 0-16 ans, 16 années incroyables 0-12 ans. Le cercle de sécurité parentale, ça, c'est comme plus 0-6 ans. Donc, il y a quand même plusieurs choix, mais ensuite, chaque programme a ses particularités, a son approche, a son matériel, tout ça. Et selon la gouvernance, là, pas nécessairement un financement associé. Donc, je pense quand même qu'on a plein d'expériences positives. Puis, il y a comme du chemin qu'on peut faire de plus là, pour les tout petits, mais également pour les enfants plus âgés aussi. Merci. Ça répond, Tamara? Parfait. Je passerai à Karine Timmons.
Oui, mais en fait, j'ai des constats et des questions. Dans le fond, au niveau des constats, nous, en fait, je fais partie du CIUS du nord de l'île de Montréal, donc le territoire là, que vous avez mentionné qui avait implanté le programme Équipe. Mon constat, c'est en fait que ça m'a surpris dans les réponses à la toute fin, votre sondage, que peu de personnes ont nommé l'accès à la formation comme quelque chose à mettre de l'avant. Nous, en fait, c'est ce qui a mis un frein au programme Équipe parce que les formations sont dispensées, peu accessibles, pas toujours offertes. Donc, c'est un constat que moi, je souhaitais amener parce que ça a été notre enjeu. Ceci étant dit, tu sais, toute l'idée d'aller chercher les familles, d'aller s'approcher d'elles, les chercher, pour moi, ça amène la notion de clients connus, non connus, là, tu sais, par les CIUS, je veux dire. Donc, dans les organismes communautaires, on peut s'approcher, aller en proximité avec les familles. C'est un modèle que je trouve plus facile à déployer en petite enfance pour y avoir travaillé longtemps et peut-être un petit peu plus difficile dans l'arrimage des organismes communautaires avec les services dans les CIUS pour disons, les 6-17 ans. Fait que c'est comme une piste de réflexion là, qui me vient. Puis aussi, je vois dans une certaine dualité dans l'approche de proximité, puis la mutualisation des ressources au niveau des formateurs pour expérimenter un partenariat avec les centres jeunesse dans l'animation du groupe Confidence. On le voit, on essaie de mettre nos ressources en commun pour rejoindre un plus grand bassin, mais souvent, si le groupe se donne en présentiel, bien, le fait d'avoir mutualisé puis de s'éloigner d'un secteur pour pouvoir rejoindre un plus grand bassin de parents fait qu'un certain nombre de parents ne se déplacera pas. Donc, c'est des questions que je me pose. Donc, c'est pas en mode solution. Ma question, c'est Élise qui a plané dans votre présentation. Ben, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus. Ça semble être quelque chose que vous mettez de l'avant. Est-ce qu'on aura des suites? Est-ce que... c'est ça. Merci, Est-ce Karine. que je te laisse y aller? C'est ça, Andréane, pour le volet Élise? Comme tu veux, Catherine. Je peux commencer, puis tu complètes avec peut-être plus le côté évaluation au besoin. Élise, en fait, on a plusieurs collègues de la santé publique qui sont maintenant des formateurs pour le programme Élise 6-11 ans, qui est actuellement, là, il y a beaucoup de démarchage dans plusieurs milieux. Là, il y a une dizaine, 13, je pense, milieux actuellement là, en exploration pour donner le programme en 25-26 pour le volet 6-11 ans. Donc, nous, on a le rôle là, à la santé publique de former les animateurs et d'accompagner les organismes communautaires pour faciliter le déploiement, d'accompagner les milieux avec un petit fonds de démarrage. Et au niveau de Élise 12-17 ans, qui est le programme pour les adolescents, il n'est pas encore implanté, mais l'équipe de proximité aussi travaille, ça va être peut-être plus en 2026-2027 qui va être déployé à Montréal. Donc, travaille avec la même stratégie là, de rejoindre les différents quartiers, d'avoir une équité entre les quartiers et d'accompagner pour la formation des animateurs et l'implantation. Est-ce que j'oublie quelque chose, Laurence aussi? Juste préciser que oui. c'est des programmes développés par Boscoville. Oui. Moi aussi, c'est la seule chose que j'aurais Oui, rajouté. pardon, oui. D'ailleurs, je pense que plusieurs sont dans la salle chez Bosco, puis c'est vraiment un très, très beau partenariat, un exemple pour moi de succès que quand on se met tous ensemble, on peut arriver à faire quelque chose, même assez rapidement. Donc, ça fait plusieurs années là, que ce partenariat-là est en place. Boscoville a développé le volet 6-11 ans, a développé aussi le volet 12-17 ans. Donc, avec des formats qui sont un peu différents. Le 12-17 ans, c'est plus un format de groupe ouvert, alors que le 6-11 ans est vraiment plus une série d'ateliers à groupe fermé. Puis, comme Andréane le disait, on est vraiment en pleine implantation. Puis, dans le fond, il y a vraiment dans l'implantation des rôles vraiment plus par Boscoville et des rôles par la DRSP, mais également de plusieurs partenaires intersectoriels. Donc, c'est un exemple où est-ce que, dans le fond, le déploiement, on cherche à ce qu'il se fasse via les concertations locales en petite enfance puis en jeunesse, en fait, surtout en jeunesse, pardon.
vu que c'est 6-11 ans puis 12-17 ans. Puis justement, en passant par les concertations locales, bien, ça permet d'avoir tous les acteurs d'un quartier qui sont autour de la table, dont le CIUS, les organismes communautaires, le scolaire et d'autres partenaires au besoin, pour pas justement que dédoubler, pour pas qu'il y ait comme en parallèle comme un déploiement d'un programme, puis de l'autre côté, et les donc, c'est vraiment une réflexion qu'on essaie de faire à l'échelle régionale, puis on essaie vraiment que tout le monde utilise la carte là, pour aller déployer là où c'est vraiment, il y a plus de désert de services actuellement. Catherine, j'ajouterais aussi que c'est un partenariat avec le réseau Réussite Montréal pour Oui. le développement des listes. José, la parole est à vous. Oui, bonjour, José Laprade des Releveurs de Montréal. Donc, merci pour la présentation. Je voulais juste faire un commentaire que ça reflétait réellement la réalité qu'on constate et qu'on constate depuis 15 ans. Donc, je disais avec ma collègue, je dis, on aurait pu déjà documenter il y a 15 ans tout ce que vous nous avez présenté pratiquement là, par rapport à la situation actuelle. Donc, ça me dit que on avance, mais on avance tranquillement aussi là, pour répondre justement à tous les besoins là, en termes de soutien à la parentalité. Ce que vous nous avez présenté aujourd'hui par rapport au programme, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un listing de tous les programmes qui sont offerts à la parentalité, mais dans le fond, vous nous avez présenté que quelques segments de tout ce qui existe, c'est ça? Tu sais, je fais juste penser, entre autres, au programme Alliance, Négligence, où il y a bien d'autres trucs aussi qui est en lien avec le soutien à la parentalité qui n'est pas présenté. Donc, je voulais juste vous dire que ça reflétait vraiment la réalité, puis que bon, il y a encore du travail à faire. Puis, en lien avec le volet, la dernière question, je trouvais que s'il y avait un financement qui serait comme récurrent et puis pérenne et tout ça, ça nous permettrait d'intégrer toutes les autres choses qu'on a vues. C'est des choses sur lesquelles on travaille aussi au quotidien, là, exemple chez nous, puis qu'on travaille, ça fait partie toujours de notre plan d'action, de toujours s'améliorer, l'importance aussi de bien donner les formations continues pour les intervenants parce que c'est eux qui travaillent directement auprès des parents aussi. Donc, c'est super important. Donc, je voulais vous dire un gros merci. Puis, bien, on va continuer à travailler pour qu'il y ait encore plus de soutien à la parentalité, que ça donne En fait, qu'on donne les moyens de mieux répondre aux besoins des parents. Tout à fait. Voilà. Merci, José. Bienvenue. Oui, C'est merci rassurant. beaucoup pour votre commentaire. Puis je pense qu'on est plusieurs à partager vos constats aussi sur le fait qu'on fait du chemin, mais qu'il semble qu'on pourrait peser sur l'accélérateur pour en faire plus. Puis c'est vrai qu'on n'a pas présenté là, chacun des programmes un par un aujourd'hui. On va vous présenter, là, on a un site web qu'on lance aujourd'hui qui a vraiment l'ensemble des informations sur les différents programmes déployés à Montréal. Les fiches synthèse aussi, c'est vraiment une bonne base parce que c'est comme 2 pages pour chacun des programmes. Puis, de notre côté, on essaie de ne pas prendre position pour un programme ou pour l'autre. Tous ces programmes-là, dans le fond, ils sont structurés et évalués, ce qui étaient nos 2 critères, d'avoir vraiment des programmes qui ont une évaluation. Puis, bien sûr, ils ont chacun leur particularité. Ce n'est pas toujours aussi le même niveau de données probantes qui sont derrière chacun des programmes. Mais on essayait justement de se dire, au-delà du programme X ou du programme Y, qu'est-ce qui semble le plus important pour avoir vraiment un impact? Et là, on en revient aux conditions d'implantation. Et ces conditions d'implantation-là sont quand même bien documentées dans la littérature. On a capté des enjeux d'implantation dans notre collecte de données. Donc, je pense que le débat sur quel est le meilleur programme, c'est comme si, pour nous, l'importance, c'était vraiment plus dans choisissez un programme qui colle aux besoins de votre territoire, mais n'oubliez pas qu'il faut vraiment faire attention sur les conditions dans lesquelles ces programmes-là s'implantent parce que c'est sûr que si on a des enjeux de recrutement ou que les parents quittent le programme, ben, on n'atteindra pas des impacts, c'est certain, là. Puis peut-être juste faire un petit commentaire supplémentaire. Tu vois, dans ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, le cercle de sécurité parentale, j'ai jamais eu connaissance de ce programme-là. Donc, je trouve ça intéressant quand vous dites tantôt que vous allez mettre tous les programmes finalement sur un site Internet.
pense que ça va juste être un plus, puis que ça va nous aider encore plus à peut-être aller chercher d'autres financements qu'on ne savait pas qui étaient disponibles. Et que je suis assurément certaine que tout est déjà pris dans ces enveloppes-là, mais quand même, ça nous donne un aperçu de ce qui existe comme programme, et qu'est-ce qui pourrait être offert dans nos milieux, que ça peut nous apporter de plus, tant en termes d'outils ou autres façons d'intervenir auprès des parents qui pourraient nous donner juste un plus dans notre coffre pour mieux Oui. intervenir. Après le webinaire, on va vous partager le lien vers le site web. Vous retrouverez le portrait d'aujourd'hui, la présentation, les fiches pour chacun des programmes, comme on vous les a présentés rapidement. Puis on va vous envoyer tout ça par courriel, là, n'ayez crainte. Là, je veux juste prendre les 3 personnes qui attendent patiemment dans la discussion, puis je vois qu'on va manquer un petit peu de temps. Donc, Carole de Triple P La Chine, la parole est à vous. Bonjour, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Carole, intervenante et chargée de l'implantation et du programme Triple P à la Chine. J'aimerais déjà, en fait, c'était juste comme des commentaires par rapport au PowerPoint. J'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. Et ma partie à moi que j'aimerais comme apporter, c'était au niveau de l'enjeu. Le premier enjeu étant l'engagement des parents, de savoir que c'est aussi fréquent autant dans mon programme que dans ceux des autres. OK, c'est là que je me dis, OK, on n'est pas, on n'est pas seul. Donc, si il est possible aussi de rencontrer d'autres organismes, parce que je rejoins Madame Laprate qui mentionne que bah, en tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'on nous présente les différents programmes et ceux qui y participent parce que j'ai reçu une invitation. Je me suis dit, ah, OK, donc on va présenter les programmes de soutien à la parentalité de Montréal et j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est tout aussi bon, mais s'il est possible aussi peut-être d'organiser une rencontre où on pourra présenter tous les programmes disponibles à Montréal, je trouve que ce serait bien. Aussi, vous avez mis au point 9 le financement pérenne des programmes. Ça devrait être numéro 1. Ben, c'était dans le choix de réponse, mais c'est ressorti Oui, numéro 1 dans les réponses. oui, non, pour la petite Oui, blague, moi j'ai oui, vu ça en dernier, alors que... oui, oui. Mais sinon, j'applaudis le travail effectué par rapport à ça, enfin, à Merci, tous ces Carole. programmes-là. Et je vous remercie pour la présentation. Je viens de voir que j'ai déjà reçu Oui, le PowerPoint approprié. Donc, merci beaucoup, Carole, merci. puis on Merci. prend note de vos suggestions. Merci beaucoup. Reza Francis, Oui, bonjour. bonjour. Moi, je viens d'arriver en poste comme chargé de projet, Projet Rousselot, qui est un programme, en fait, pour les enfants de 6 à 12 ans et on fait la continuité avec les adolescents jusqu'à 17 ans. Donc, on est en contact avec le réseau scolaire, le réseau, des fois, des CPE, des fois, bref, on est multicommunautaire. Puis, je suis content d'avoir assisté à la présentation parce que mon premier réflexe quand je suis arrivé, c'était de dire, ben, notre mission, est-ce que ça marche? Comment on fait pour évaluer si on atteint notre mission qui est de promouvoir, en fait, le développement de la citoyenneté chez les enfants puis les adolescents? Puis dans le fond, ben, on n'était pas capable de savoir est-ce qu'on est capable de cibler les enfants qui sont plus vulnérables, plus à risque? Est-ce qu'on est capable de rejoindre les parents? Puis ce qu'on propose comme activité, est-ce que ça permet d'atteindre des objectifs qui sont documentés, en fait, Puis, j'avais fait appel, on avait essayé de mettre en place un petit comité avec un chercheur de l'IRIS, l'Institut de recherche socio-économique, des gens de travail social à l'Université de Montréal, puis des gens en interculturel aussi à l'Université de Montréal, parce qu'on a vraiment une dynamique, on est dans Saint-Michel, Parc Extension, Villeray. Et puis, la difficulté, en fait, qu'on a, c'est que malgré 30 ans d'existence, on n'a toujours pas de financement à la mission. Donc, notre budget, c'est du montage financier à travers des activités qui sont un peu éparses, mais qu'on essaye de faire fitter dans un programme cohérent. Puis, dans les pistes de solutions, il y a peut-être ça aussi
moi, je vois l'offre de service, puis j'essaie au fond d'appeler ça programme jeunesse, programme adolescent, programme parent pour simplifier tout ça. Puis ça nous prend un employé, ça nous prend des sous pour pouvoir au moins démarrer ça. Notre changement technologique va nous donner une opportunité là-dessus, puis ça va nous permettre de rentrer des statistiques un peu plus structurantes, d'avoir des données un peu plus probables. On va implanter Café Rencontre avec les parents. Là, on arrive au 3e volet. Là. Dans le fond, c'est la Monsieur santé Dupuis, globale. je m'excuse parce qu'on a déjà dépassé notre temps, puis il reste Oui. 2 autres personnes. Est-ce que vous avez une question? Parce que je pense que c'est un échange qu'on pourrait reprendre. Oui, bien, en fait, je voulais savoir si il y avait des... Tu sais, comme nous, notre organisme, dans le fond, on est en transformation, en structuration, puis est-ce qu'on peut avoir de l'accompagnement pour s'assurer que nos pratiques d'intervention sont rigoureuses, que nos façons d'aborder les parents, etc., ben, je pense que ça fonctionne parce que on a quand même une belle fréquentation, mais quelque chose d'un peu plus soutenu, dans le fond. C'est Parfait. ça qu'on a Ben, besoin. peut-être on va prendre votre question en délibéré puis vous répondre peut-être ou envoyez-nous un message en retour de courriel puis on va voir comment on pourrait vous soutenir. Parfait. Merci. Merci. Et puis, il resterait M. Rigaud. Je dirais d'abord félicitations pour ce beau portrait des programmes de soutien à la parentalité. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, je suis spécialiste en activité clinique au CIS de l'Ouest de Lille. Donc, mon nom, c'est Rigaud Saint-Amand. Je travaille dans la communauté aussi. Je travaille sur des programmes en parentalité. Alors, ma question, c'est surtout, est-ce que vous avez eu l'opportunité de faire un petit clin d'œil sur certains types de clientèle, comme la clientèle issue de l'immigration dans le parcours de collecte de données pour savoir que certains programmes qui viseraient mieux et ces types de clientèle-là, dépendamment des problématiques. Andréane ou Catherine? Oui, vu le temps qui est déjà terminé, là, je dirais que c'est une grosse question, mais c'est sûr que le soutien à la parentalité en contexte d'immigration, en contexte d'immigration récente ou même en contexte d'immigration forcée, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est ressorti dans plusieurs consultations qu'on a fait. Puis il y a quand même différents programmes qui vont essayer d'adapter comme le contenu pour les populations issues de l'immigration récente. Puis il y a également le programme Espace Parents qui, lui, est spécifiquement dédié aux parents issus de l'immigration. Donc, je pense qu'avec le temps qu'on a, c'est ce que je vous dirais, mais c'est certain que ça fait partie de notre radar et de nos priorités là, d'aborder ça, étant donné qu'à Montréal, on a une très, très grande proportion de parents qui sont issus de l'immigration. Merci, parce que c'est très important. Les parents ne sont pas toujours disponibles si on n'adresse pas d'abord leur traumatisme également. Absolument. Tout à fait. Merci. Je vois les échangeries. Je pense qu'on aurait discuté encore 1 heure comme ça entre nous. Ben, merci beaucoup pour vos échanges, votre participation. C'était très enrichissant. J'espère que vous avez trouvé aussi matière pour votre travail. Je vous laisse sur le site web. Donc, il est lancé aujourd'hui. Comme disait Catherine, c'est pour les professionnels et les partenaires, donc vous. Il y a tous les documents dessus, peut-être aussi nos coordonnées. Fait que si vous voulez nous interpeller, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle fin de journée à tous. Merci beaucoup tout le monde. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonne fin de journée.